Comme j'ai pas d'espace d'autocache dans mon tel, mais que j'ai du temps à tuer et que j'ai pas dormi de la nuit et que j'arrive pas à me défaire le cerveau de tous mes mots, les deux mots, je me suis dit que j'allais parler parce que je compte faire une vidéo en fait sur ça, sur la peur du regard des autres. Récemment, je suis partie de France et je suis allée en Thaïlande. À la base, on était parti avec mes sœurs pour un road trip et finalement on a décidé de s'installer. Et en fait, ce road trip en Thaïlande, à l'autre bout de la France, enfin à l'autre bout du monde entre guillemets de la France, et seule, sans adulte, sans homme, juste moi, ma grande sœur, ma petite sœur, ça m'a fait réaliser que je me sentais terriblement vulnérable dehors. Et en réalité, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait peur en fait? Quand je marche dehors, et ben en fait j'avais très peur de mon comportement, d'occuper l'espace. J'occupais pas l'espace naturellement. Et puis un autre truc, c'est que j'ai vraiment assisté à ma condition de femme, en fait, en étant loin de chez moi, en étant loin des adultes, et en fait en étant un peu hors sol parce que j'étais dans un road trip, ça veut dire qu'on bougeait tout le temps. On était très souvent dehors, très souvent dans des taxis avec des hommes qui conduisaient, etc. Et du coup, j'ai commencé à angoisser en fait. Mais à angoisser au même niveau que j'ai commencé à me battre dans ma tête. Le fait de voyager, ça m'a éloignée de ma famille, ça m'a éloignée de la société dans laquelle j'ai grandi, ça m'a éloignée de ma zone de confort. Et ça m'a isolée, et donc j'étais toute seule avec moi-même, donc j'ai pu mieux analyser mes pensées. En fait, à un moment, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais en fait, la peur du regard des autres, elle vient pas de nulle part. En fait, si elle est aussi ancrée en moi, c'est pas pour rien. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment peur du regard des gens, ou est-ce que j'ai peur d'autre chose? Et en fait, j'ai tout simplement fait le lien avec le féminisme, tout ce que je lisais sur le féminisme, sur le racisme, etc. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas peur de tous les regards en fait. J'ai peur de certains regards. Il y a certains regards sur moi auxquels je prends soin de plaire en fait. Et de surtout pas déplaire pour des raisons que j'ai trouvées valides au final, après avoir écrit dessus. À un moment, j'étais assise dans un taxi, à côté du chauffeur, sur le siège passager. Et en fait, j'ai décidé que j'allais pas me recroqueviller sur moi-même comme d'habitude, mais que j'allais ouvrir les épaules, stand tall, me tenir droite, d'ouvrir mes épaules, d'ouvrir mon corps, et de me dire que s'il m'arrivait quoi que ce soit, eh ben, j'avais la force de me battre, de me défendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait... j'ai réalisé, à ce moment-là, je réalisais bien que, au final, s'il m'arrivait quoi que ce soit, j'aurais pas vraiment la force physique de me défendre. Et du coup, j'ai fait un peu une liste des gens à qui je voulais plaire, entre guillemets. En tout cas, à qui je ne voulais pas déplaire. Les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, mon comportement dans le taxi, le fait de me recroqueviller sur moi-même, de faire comme a dit Virginie Despentes dans King Kong Theory, elle formule cette idée de la démonstration de la féminité. En fait, j'ai fait la démonstration de ma féminité et donc de ma vulnérabilité. Et c'est ce que je fais très souvent. Par exemple, quand je marche dehors et que je souris à un homme, c'est pas parce que j'ai envie de lui partager la bonne humeur, non, dans ma tête. C'est parce que je me dis, si je lui plais, il ne me fera pas de mal. Et pareil, au bout dans le taxi. Je me dis que si je me recroquevillais sur moi-même, il verrait que je suis vulnérable, il aura pitié de moi, et il n'aura pas de raison de sentir que sa masculinité est en danger. Donc il n'a pas de raison de m'attaquer. Et en fait, le fait d'ouvrir mes épaules, de me dire que je me battrai en fait, s'il m'attaque, et que j'ai le droit de vivre,
ça m'a fait réaliser qu'en fait, j'avais peur de mourir si je vivais. Après plusieurs années de bonnes, loyales et sincères investigations, j'en ai quand même déduit que la féminité c'est la putasserie, l'art de la servilité. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire, ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour bien être assise, ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir, ne pas vouloir occuper un poste d'autorité, ne pas chercher le prestige, ne pas rire trop fort, ne pas être soi-même trop marrante. Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qu'il révèle du domaine de la puissance. Être complexé, voilà qui est féminin. Effacer, bien écouter, ne pas trop briller intellectuellement. Bavarder est féminin. Tout ce qui ne laisse pas de traces, ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses, les petites choses, mignonnes, féminines. Virginie Despentes, King Kong Théorie. Et en fait, j'ai réalisé que si je voulais marcher dans la rue sans sourire aux hommes, si je décidais de ne plus leur plaire, si je décidais de ne plus les laisser passer sur le trottoir et d'attendre que eux me laissent passer, si je décidais de leur répondre, en fait, quand ils me balançaient des phrases, des mots, des insultes violentes à la face, si je décidais de dire non, si je décidais d'arrêter, en fait, de faire la démonstration de ma faiblesse tout le temps pour éviter de les heurter, en fait, si je décidais de vivre sans me soumettre, et ben j'allais très probablement faire face à la violence des hommes. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait croire ça, en fait? Et je réalise que c'est des micro-agressions tout le temps qui m'ont fait comprendre que j'avais à craindre de la désapprobation des hommes. J'ai eu une famille violente, j'ai eu un père et des beaux-pères qui, à chaque fois qu'on leur déplaisait, nous violentaient. Je vois en fait très souvent dans la société que si une femme refuse une avance, eh ben, pouvait se faire insulter, voire frapper, voire violer, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai réalisé que le fait que je veuille plaire aux hommes quand je suis dehors, c'est pas par envie d'amour, par recherche d'amour ou par désir réel de plaire, en fait. Si je veux plaire aux hommes quand je sors, ça veut dire, en fait, plutôt que de plaire, je veux ne pas leur déplaire, en fait. Parce que je ne fais pas non plus d'efforts pour leur plaire. Mais en vrai, je pense que ça match. Mais en tout cas, je ne veux pas non plus attirer leur regard sur moi. Quelque part, j'ai envie d'être invisible. Donc en fait, voilà, mon désir de plaire aux hommes, en fait, il cachait une peur de leur violence. Mais une réelle peur. Donc quand je sors dehors, si je fais en sorte que mon comportement, il dérange surtout pas les hommes, qu'ils n'inquiètent pas leur masculinité, etc., c'est parce que je ne me sens pas assez forte pour affronter leur violence, et parce que je n'ai pas envie de l'affronter, et parce que j'essaye de protéger mon corps, en fait, de leur potentielle violence. Et ensuite, j'ai réfléchi aux autres personnes à qui je voulais plaire. J'ai pensé à ma mère, par exemple, à mes parents, même si mon père est absent. J'ai pensé à ma mère et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, en tant qu'enfant, jeune adulte, j'ai toujours voulu plaire à mes parents? Et en fait, c'est pareil. Si je voulais plaire à ma mère, c'est pour plein de raisons, en fait. Déjà, depuis toute petite, on me demande d'être sage. Si je suis sage, je serai récompensée. Si je ne suis pas sage, ça veut dire si je n'ai pas le comportement qui est attendu des adultes,
et ben on pouvait me crier dessus, on pouvait me frapper, on pouvait me punir, etc. Et donc j'ai appris que si je voulais vivre en paix, si je voulais même recevoir de l'amour, eh ben il fallait que je sois sage. Si je n'étais pas sage, je ne méritais pas cet amour, je ne méritais pas d'être en sécurité. On avait le droit de me violenter, on avait le droit de me crier dessus, on avait le droit de m'imposer de faire quelque chose. Et en fait, j'ai aussi appris que le nom des enfants, il n'est pas du tout pris en considération. C'est rare en fait. C'est rare qu'il soit pris en considération. Il est pris en considération en fonction du désir de l'adulte. S'il a envie à ce moment-là d'être pédagogue, il acceptera le nom. S'il est frustré, énervé, en colère, il imposera un oui. Et donc, j'ai aussi peur du regard des adultes sur moi. En fait, depuis qu'on est petit, on a valorisé le fait d'être sage. Ça veut dire être silencieuse, obéir aux ordres, plaire aux adultes. Ça veut dire que quand un enfant, par exemple, fait une blague qui fait rire l'adulte, eh ben c'est bien, on rigole avec. Par contre, si un enfant fait une blague qui fait pas rire l'adulte, eh ben l'adulte ne rigole pas et impose que personne ne rit en fait. Il impose sa présence, impose son corps en fait, impose sa décision, sa vision des choses, impose ce qui doit se passer et comment ça se passe. Impose en fait sa volonté sur le corps de l'enfant. Et en fait, le fait d'être sage, c'est ne pas être en fait. C'est être que quand et comme l'adulte le décide. Un enfant sage, c'est un enfant qui va s'asseoir à table, qui va pas mettre ses coudes sur la table, qui va être poli. En fait, il n'y a pas de place dans cette sagesse qu'on impose aux enfants pour laisser libre cours à leurs désirs et à leur vie en fait. Si les enfants n'ont pas d'endroit, si les enfants n'avaient pas de cours où courir, s'ils n'avaient pas d'amis avec qui rire, s'ils n'avaient pas d'endroit où s'échapper, où créer des mondes, etc. En fait, les enfants, on les aurait complètement pliés. Et quand j'y réfléchis, je pense que c'est parce qu'on m'a éduqué à être sage, c'est parce qu'on m'a fait autant peur, on m'a fait avoir peur de désobéir à l'ordre, qu'en fait maintenant, quand je marche dehors, je suis presque un robot en fait. Quand je marche dans la rue, j'ai plus cette liberté de sauter partout comme quand j'étais enfant. J'ai plus cette liberté de prendre de l'espace. J'ai plus cette liberté d'être bizarre, d'être qui je suis tout au fond. Je l'ai oublié en fait. Je pense que quand on éduque un enfant à être sage, à être quelqu'un de bien comme on dit, mais en fait on perd l'enfant. Et c'est comme ça qu'on devient adulte. C'est quand le système nous a brisés, nous a mis dans une case dans laquelle on n'aurait jamais pensé entrer, et ben là on est des adultes. Et là on est des adultes qui sont prêts à détruire d'autres enfants. Il y a un autre groupe social auquel on m'a imposé de plaire, c'est de plaire aux blancs. Je suis issue d'une mère blanche et d'un père noir. Et en fait, j'ai grandi avec ma mère qui est blanche. Et je réalise que toute ma vie, on m'a appris à faire comme si j'étais blanche. Mais être blanche, ça voulait dire ne surtout pas être qui j'étais. Ça voulait dire être comme sont les blancs, parce que les blancs sont meilleurs. Et en fait, on m'a appris à refouler qui je suis au plus profond de mon âme, si je ne voulais pas subir la violence des blancs. Et j'ai eu beau faire tous les efforts du monde, j'ai subi la violence des blancs. J'ai subi le rejet total de ma famille blanche, qui a rejeté ma mère, puis nous a rejeté nous, à cause de la conversion à l'islam de ma mère, et sûrement au fait qu'on n'était pas blanc. Et j'ai toujours eu l'impression de ne pas être une vraie enfant.
En fait, j'ai vraiment ce souvenir de quand j'étais petite et que j'allais chez les autres, peu importe où j'allais, et je me disais que nous, on n'était pas des vrais enfants, que nous, on était des sauvages. Qu'en fait, on méritait pas d'être traités comme des enfants et qu'on méritait d'être traités comme des adultes. Et donc, quand quelqu'un nous traitait un minimum comme un enfant, je me disais waouh, et pourquoi il nous traite comme ça? Et j'avais l'impression de berner la personne, de tromper la personne. Alors qu'en réalité, j'étais un enfant en fait. J'étais un enfant qui avait tellement subi le rejet des autres que j'avais grandi plus vite et que j'avais accepté ce rejet et que je m'en voulais en fait qu'on me rejette parce que c'était toujours de ma faute si les autres ne nous aimaient pas et si les autres ne nous traitaient pas bien. En fait, j'ai grandi avec une mère qui est blanche, qui s'est voilée, qui a été rejetée par les blancs à cause de son voile et qui a peut-être voulu nous protéger de cette blessure du rejet en pensant que c'était à nous de renier qui on était si on voulait être accepté. Et donc, quelque part, elle nous a transmis ce rejet de nous-mêmes en fait. Ce rejet de qui on est pour plaire aux blancs. Et en fait, c'est aussi ce reproche constant d'être pas blanc en fait. Parce qu'au final, elle avait grandi avec ses dominants. Elle faisait partie de ce cercle et elle voulait pas lâcher ses avantages, ses privilèges, etc. Et peut-être qu'elle espérait qu'un jour on ait les mêmes privilèges qu'elle a eu. Et en fait, on les aura pas dans cette société parce que tout simplement, on n'est pas né avec la bonne couleur pour cette société raciste. Et tant mieux. Aussi, en tant que musulmane en France, j'ai subi ce rejet total, cette islamophobie naissante. Je suis née en 2006, après la loi de 2004, après les attentats de 2001. Et en fait, j'ai beau avoir vécu à l'étranger, j'ai quand même grandi la plupart de mes années en France. J'ai subi ce poids du terroriste, de la terroriste en fait sur moi tout le temps. Et aussi en fait encore ce poids de ne pas être un enfant parce que depuis petite je porte le voile. Depuis que j'ai 10 ans je crois je porte mon voile. Et je me souviens que dès le début quand je portais mon voile à 10, 11 ans, et il y avait des gens en fait dans la rue qui me prenaient pour la mère de mes petites sœurs. Et ça m'a toujours... Je me souviens que j'étais triste au fond, mais j'en rigolais presque. Je me disais, vas-y et tout, pourquoi est-ce qu'ils pensent que je suis la mère? C'est juste parce que j'ai mon voile, etc. Au final, en fait, c'est tellement blessant. En fait, c'est comme si on m'avait volé mon enfance, en fait. On m'a volé mon innocence. On m'a volé le traitement qu'on accorde aux enfants, en fait. Un peu privilégié de soins, d'attention, de pardon, le pardon qu'on accorde aux enfants qu'on m'accordait pas. Moi, j'avais pas droit à l'erreur, en fait. Il y a aussi ce poids-là d'être une terroriste, en fait. Cette impression que tout ce que je vais faire, les gens vont me considérer comme une terroriste. Par exemple, quand je sortais quelque chose de ma poche ou quand j'ouvrais mon sac, je faisais aussi très attention à pas laisser mon sac derrière moi parce que je me disais, les gens, ils vont penser que j'ai posé une bombe. Ce que je peux affirmer avec certitude, c'est qu'un jour aux yeux de la France, je suis devenue arabe. Aux personnes comme moi, on associe souvent le vol, la violence, le terrorisme, l'islam et la banlieue. Je suis perçue ici comme une bombe qui doit prouver qu'elle n'a jamais été amorcée, un présumé coupable à qui on intente divers procès tout au long de sa vie. En France, devenir arabe est un long parcours semé de violences physiques, symboliques, qui débute à la naissance et s'achève dans la tombe. L'assignation raciale est imposée par le regard blanc. Elle n'est pas choisie. Il ne s'agit pas d'un style vestimentaire ou d'une coupe de cheveux qui peuvent être changés du jour au lendemain, mais de traits physiques ou d'une carnation qui, en plus de porter une charge raciale, deviennent des critères de hiérarchisation humaine, classant les vies qui méritent d'être vécues et celles qui ne le méritent pas. Malik, Ziyed et Naël,
pour ne citer qu'eux, en ont fait les frais. Finalement, c'est ça qu'on entend par être arabe en France. Anas Daïf, et un jour je suis devenue arabe. En fait, c'est tellement traumatisant, genre de grandir avec des mensonges sur toi à la télé, mais sans réaliser un peu ce que ce sont des mensonges, en ayant l'impression que toi t'es une exception et qu'en fait tous les musulmans sont en réalité un danger, et qu'en fait c'est eux là, les blancs, qui parlent à la télé de nous, être inférieurs, musulmans non blancs, et ben en fait c'est nous, en fait c'est eux qui savent qui on est au fond. Et peut-être qu'au fond j'étais une terroriste. Je me suis dit peut-être qu'au fond j'étais pas vraiment humaine, peut-être que j'étais pas une enfant, peut-être que j'étais pas en fait j'étais pas je méritais pas ma place sur terre, je n'avais pas mon humanité. Et en fait, je me suis toujours reproché cette absence d'innocence, en fait. Cette absence d'humanité. Alors qu'en réalité, j'ai toujours été humaine, mais non, c'est les autres qui m'ont toujours déshumanisée. C'est les autres qui ont toujours refusé de voir mon humanité en moi. Et c'est les autres qui m'ont toujours traité comme quelqu'un de non humain, en sachant très très bien que j'étais humain, mais en grattant tous les avantages qu'ils avaient à me considérer comme inférieur et comme quelqu'un qui ne mériterait pas en fait leur estime et leur respect. Aussi en tant que femme, en fait, j'ai peur, je pense que j'ai beaucoup peur aussi par rapport à l'histoire qu'on nous raconte. L'histoire des femmes, en fait, les luttes. Et puis il n'y a pas que les femmes, en fait. L'histoire tout court qu'on nous raconte, l'histoire des peuples qui se sont soulevés. Et comme c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire, et ben en fait, ils racontent aussi la répression qu'ils exercent sur les peuples qui refusent leur mode de vie. Et en fait, grandir en France, dans un pays qui a colonisé, ça m'a fait... j'ai intégré en fait cette colonisation, même sans la connaître, parce qu'en fait, elle est dans toutes les sphères de la société, elle est partout, elle est en moi, cette colonisation. En fait, j'ai intégré le fait que si je n'acceptais pas en fait les règles, si je n'acceptais pas d'être qui ils veulent que je sois, si je n'acceptais pas de me faire maltraiter, si je n'acceptais pas qu'on dispose de mon corps, qu'on décide de ce que je porte, si je n'acceptais pas de me taire, de marcher, de travailler, et ben en fait, eux, ils allaient me tuer, eux, ils allaient me tuer comme ils ont tué tous ces peuples avant, qui se sont rebellés. Et on me raconte, en fait, on raconte comme ça des histoires de peuples qu'on qualifie de tous les noms, en fait, des sauvages, des terroristes, des complotistes, etc. On raconte l'histoire de gens, en fait, qui ont décidé de vivre autrement, ou alors qui ont décidé de se battre contre le système en place. Et on nous raconte très bien comment notre société actuelle, qu'on qualifie de fabuleuse, moderne, etc., comment elle a réprimé ces peuples et comment ils ont fini par les dominer enfin, comment notre pays a gagné la guerre. Ça, je pense que ça joue beaucoup dans ma peur des autres, parce que j'ai réalisé aussi que les autres, c'était aussi, en plus d'être les adultes, en plus d'être les hommes, en plus d'être les blancs, et ben les autres, c'était aussi la police et le gouvernement. Et j'ai compris que si je ne m'autorisais pas, par exemple, à courir dehors pieds nus en criant, à sauter partout, à grimper aux arbres, c'était parce qu'en fait, il y avait des gens dehors qui avaient ordre de faire régner l'ordre et de me faire ne surtout pas dévier d'un comportement qu'on m'impose, un comportement très limité qu'on m'impose. Ça veut dire qu'en fait, la dernière fois, j'étais à la bibliothèque en Thaïlande, une bibliothèque universitaire. Et je lisais King Kong Theory de Virginie Despentes. Et en fait,
à un moment donné, elle listait tout ce qui définit la féminité. Et c'était plein de règles restrictives. Et j'ai eu cet élan de rage en moi où je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, mais on m'a empêché de vivre tout ce temps parce que c'était tellement vrai ce qu'elle disait, c'était tellement palpable. En fait, je réalisais à quel point ce qu'on m'avait autorisé à être en tant que femme, c'était rien du tout. Et je me disais, non, mais c'est pas possible. Et en fait, je m'installais sur mon fauteuil et j'essayais de me réapproprier ce petit espace qui était le fauteuil de la bibliothèque. Et je regardais autour de moi et je voyais des étudiants. Ils étaient tous calmes, le nez plongé dans leurs livres, tous à étudier. Et je me suis dit, mais pourquoi personne crie dans cette bibliothèque? Mais pourquoi est-ce que personne crie dans la rue? En fait, où sont les fous? Où sont ceux qui décident de ne pas vivre leur vie comme tout le monde? Où sont les fous, en fait, dans le métro? Ceux qu'on qualifie de fous, je veux dire, où sont ceux qui ne veulent pas être des robots? Et ensuite, je me suis souvenu qu'en fait, les fous, par exemple, ceux qui sont dans le train, qui crient des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'essaye même pas de comprendre de toute façon, et ben en fait, ils étaient arrêtés. Ils étaient isolés, cachés. Parfois, ils subissaient des choses sur lesquelles on fermait les yeux. Et je me suis dit, mais ils sont là, les fous. En fait, ils sont là, ceux qui s'affranchissent du regard des autres. Et je me suis dit, au final, le regard des autres, c'est la police. Et la police, elle a des armes. Ça veut dire que la police, elle a le pouvoir d'arrêter ma vie si je ne respecte pas ce qu'elle attend de moi. Et donc, en réfléchissant beaucoup sur cette question de la peur du regard des autres, je me suis dit, mais en fait, depuis petite, je me dis, oui, je vais m'affranchir du regard des autres. Je me dis, non, mais faut être soi-même, on s'en fout du regard des autres. On s'en fout ce que les autres pensent de toi. Comme si c'était un mindset atteignable, comme si c'était nous, en fait, qui nous forcions à rentrer dans des cases, comme si, en fait, c'était de notre pouvoir. Et comme si c'était qu'une fine passe, en fait, c'était pas si grave que ça de se détacher du regard des autres. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand on nous dit « détachez-vous du regard des autres », c'est toujours pour aller dans un sens. C'est toujours pour qu'on soit des gens qui se détachent des dominés, de ceux qu'on considère comme inférieurs, pour ensuite grandir dans ce système capitaliste, ensuite dominer avec les dominants. Mais au final, personne ne nous dit « détachez-vous du regard des autres ». Non pas pour devenir des dominants, mais pour pour repartir avec ces inférieurs. En fait, quand je vois le parcours de certaines personnes qui, par exemple sur internet, me disent oui, détachez-vous du regard des autres, on s'en fiche du regard des autres. Qu'est-ce que je vois au final? C'est qu'en fait, ils se sont détachés d'une certaine foule qu'on considère comme inférieure, donc de laquelle il faut absolument se distinguer pour atteindre les hauts rangs. Et ensuite, ils ont suivi un chemin tracé par des dominants tout là-haut, qui dominent les autres. Et puis, ils ont rejoint les rangs en haut. Et là, d'un coup, ça devenait plus si intéressant que ça de se détacher du regard des autres. Parce qu'en fait, le regard des autres, il comptait plus. Ou en tout cas, le regard de ceux qui étaient restés en bas, il comptait plus. Maintenant, il y avait d'autres regards auxquels plaire. Et que là, d'un coup, c'était plus si grave de vouloir plaire aux autres. Quand j'ai réfléchi à ça, j'ai fait un peu comme ce qu'on me demandait de faire en dissertation en philosophie. J'ai pris chaque mot de mon sujet, la peur du regard des autres. Et en fait, j'ai réalisé que la peur, elle venait pas de nulle part.
En fait, la peur, elle prévenait un danger. Et en fait, ce danger, tout ce temps, je l'avais sous-estimé, mais au fond, j'en avais conscience. C'est juste que je ne l'avais pas identifié. Ça veut dire que tout ce temps, j'ai vécu avec une peur bleue de la répression de tout le monde, des adultes, des blancs, des hommes. J'ai eu peur de leur violence tout ce temps, mais sans pouvoir mettre de mots dessus et sans pouvoir m'identifier comme victime. Tout ce temps, j'ai cru que c'était moi la coupable de cette violence. Et je ne me suis jamais victimisée. Et aujourd'hui, je me victimise car je suis une victime, en fait, de cette violence. Et je n'ai même pas, en fait, le droit, j'ai pas... c'est comme si j'avais pas la possibilité d'être une victime parce que je dois être forte pour tenir, en fait. Je dois être forte pour pas me faire bouffer. Donc en fait, t'es victime, mais en même temps, tu dois te battre. Et c'est atroce. Ensuite, j'ai regardé le mot regard. Et en fait, j'ai compris que c'était pas des regards que j'avais peur. Mais c'était de ce qui découlerait si les autres me voyaient comme quelque chose qui met en danger un système bien installé. Et en fait, de ce dont j'avais réellement peur, c'était des violences verbales, du manque d'amour, du rejet, de la solitude, des coups, de la mort, de me faire assassiner, de me faire agresser, de me faire violer. Le regard des autres, il était bien plus violent que ce que je pensais en fait. Et si mon corps tremblait quand je voyais dans le regard des hommes de la désapprobation, et ben c'était parce qu'il avait peur pour sa survie en fait, mon corps. Il avait peur parce qu'il savait qu'il pouvait se faire tuer là sur le moment pour un regard déplacé. Et je tremble quand je dis ça. Enfin, les autres, j'ai réalisé que les autres, c'était pas n'importe qui en fait. En fait, les autres, c'était des gens en particulier. C'était les dominants. C'était tous ceux qui me dominaient. Parce que quand j'étais au milieu d'enfants, tout dépend de quels enfants, mais j'avais pas peur d'un coup. D'un coup, je pouvais être moi-même. Et puis aussi, des fois, je m'imagine, mais et si ce monde c'était un monde que de femmes, et je me dis que je sortirais tous les jours en fait, que je marcherais tranquillement, les épaules descendues, que je sourirais, que j'aurais plus peur en fait. Et donc les autres c'était aussi les hommes, que les autres c'était les adultes en fait, que les autres c'était les blancs aussi, que j'avais jamais eu de communauté où me retrouver, de communauté qui était enracinée en fait et qui ne dénigrait pas qui j'étais et qui ne m'encourageait pas à renier qui j'étais. Donc voilà ce que j'ai compris, que la peur du regard des autres en réalité c'était bien plus profond que ça et que j'allais devoir sûrement dédier ma vie à essayer de m'en libérer, à essayer de me libérer de cette peur, de cette oppression, de ce système tellement bien installé. Et aussi j'ai compris que moi j'avais pas le courage de faire face seule au regard des autres, que j'avais pas la force de sortir, de redresser les épaules, que j'avais pas de muscles pour me battre, que j'étais trop faible, trop blessée en fait par toutes ces années de violence de partout, que j'avais pas les épaules en fait pour les affronter, ces regards qui ne sont pas que des regards. Et du coup, une chose positive, c'est que maintenant je me dis que je vais les chercher en fait. Je vais la chercher, ma communauté, qui va m'aider à me battre contre le regard des autres. Je vais les chercher, ces gens qui ont compris que le regard des autres, c'était pas juste un regard. Et je vais chercher ces gens
qui eux aussi se sentent faibles tout seuls, ou alors qu'ils sont plus forts que moi. En fait, je vais chercher des gens qui ne me violentent pas et qui ont conscience des violences que j'ai subies et qui ne me diront plus « tais tes souffrances ». Ta souffrance, tu la tais et tu t'estimes heureuse pour ce que t'as. Et ta souffrance, tu la tais parce qu'en fait, ton corps, il ne mérite pas la paix. Ton corps, il doit s'habituer à cette violence. Je ne veux plus jamais entendre que mon corps doit s'habituer à la violence. C'est la fin de ce premier épisode enregistré par Khadija. La voix lisant le livre King Kong Theory est celle de Maimouna et l'image de couverture a été réalisée par Soumia. Nous sommes 3 sœurs qui tenons cette chaîne et nous vous produirons à l'avenir, Inch'Allah, de nouveaux podcasts. À bientôt pour d'autres épisodes.